J'ai dépensé 4500 € il y a un an pour cette Chrysler New Yorker 76. Mais il manque quelques trucs, notamment un moteur. Cette Chrysler n'avait pas roulé depuis plus de 40 ans et on a réussi à la redémarrer et à la ramener par la route. Après l'avoir ramenée péniblement d'elle-même, j'ai pas eu d'autre choix que d'entamer une restauration complète. Dans l'objectif de revendre cette caisse dans le meilleur état possible et quitte à démonter le moteur, je me suis dit qu'il était préférable de tout démonter. 3. J'ai choisi de tout décaper pour pouvoir tout recommencer. Et voici où j'en suis. Si je veux le faire dans les bonnes conditions, il lui faut un moteur parfait. Donc aujourd'hui, pour la première fois, je remonte un V8 440 Mopar. Vous vous demandez peut-être ce que c'est un V8 440 Mopar. Commençons par la base. Mopar, c'est devenu un terme couramment utilisé pour définir le groupe Chrysler, mais en fait, ça définit la partie équipementière du groupe. En gros, c'est les pièces détachées, mais tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. V, c'est pour la forme du moteur, et 8, c'est pour le nombre de pistons et cylindres qu'on retrouve dedans. 440, ça correspond à une cylindrée donnée en cubic inch, ce qui correspond à ça fois 7,2. Voilà, ça marche pas, c'est 1,5 litre, mais vous avez compris. Le 440 appartient à la famille des V8 RB. Non, pas celui-là. Où on retrouve également le 383 et l'incroyable 426 EMI, pour hémisphérique, qui vient tout droit de la NASCAR. À 100 000 abonnés, je demande un virement à maman pour acheter la grande. Dans la génération New Yorker que j'ai, on retrouvait aussi le V8 400. En gros, c'est la même chose, juste que ce qu'on appelle l'alésage est un peu plus petit. Il fait que ça descend à 6,6 litres. Il était également possible de retrouver un 360 qui est un small block, notamment en Californie et dans les régions de haute altitude. Et si vous demandez ce que c'est la différence, et ben là on est face à un small block, ce qui est plus petit. C'est pour ça que ça a ce nom-là. Alors ça sera la même chose, mais pas le même litrage parce qu'on parle de 5,9 litres et là c'est un 4,5 litres et peut-être pas peint en rose aussi. Le 440, on l'a vraiment retrouvé partout dans le groupe Chrysler, que ce soit dans la Barracuda, dans la Challenger pour citer les plus connus. Big old 446 back everything, huh? What about that shaker hood? That big old 440? Dans la Roadrunner, dans la Fury, et dans des voitures qui n'avaient rien à voir, comme la Chrysler, comme la Newport, comme des vannes, comme des camping-cars. Et je vais pas toutes les faire non plus parce qu'il y en a un sacré paquet. Mais vous vous dites peut-être que du coup, si le 440 il a été dans autant de caisses, ça veut dire que le motorhome du coin il marche aussi fort que la muscle car des années 70 qu'en avait un. Alors non, c'est le même bloc, mais il y a beaucoup de choses qui diffèrent. En premier lieu, la carburation. On va retrouver des 2 corps, des quad corps et des 6-pack, ils appellent ça, parce qu'apparemment ça ressemble aux abdos. Big old 446 back everything. C'est 3 carbus, 2 corps. Et au-delà de ça, on avait surtout un taux de compression qui différait. Dans une voiture qui se voulait sportive, on avait un taux de compression de 10 pour 1. Dans ce qui n'était pas sportif, on avait un taux de compression de 8 pour 1. Forcément, ça tombe sous le sens. Et ils ont même fait des moteurs marines pour bateau. Gadzis, s'il est pas heureux là. Si on retrouve une puissance qu'on appelle SAE net sur la fiche technique de 200 chevaux pour 7,2 litres, c'est qu'entre 71 et 72, ils ont pris la puissance de manière plus logique parce qu'avant, ils avaient tendance à gonfler les chiffres. Et méfiez-vous, ça fait le 0 à 100 en 7 secondes. Moi non plus, j'y croyais pas. Beaucoup de choses nous ont amené à penser que cette New Yorker n'avait que 35 000 km d'origine. Il n'y a pas tout le monde qui était d'accord avec nous. On en profite tant que le moteur est démonté pour faire venir un expert qui va nous dire si oui ou non cette caisse a 35 000 km d'origine. I came from the mud. Vous êtes expert de V8 américain. Hands strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Non. Hope they Ouais, je pense que ça passe. me down soon. On va pouvoir leur C'est fini. 500 €. Merci, merci. Try to catch me howling at the moon. La première des étapes, c'était de le repeindre. Alors pour le faire, on l'a fait proprement ce coup-ci, on avait tout masqué, on a peint pièce par pièce. C'est pas le bleu d'origine, mais ça s'en rapproche énormément, il conviendra parfaitement. Pour la peinture, c'est de la 2K. Try to catch me howling at the moon. Ensuite, il a fallu s'occuper des culasses, parce qu'on avait tout démonté, on a d'ailleurs bien galéré à sortir les soupapes tellement elles étaient fatiguées. J'en ai profité pour emmener les culasses à l'épreuve et à la rectification. Il faut savoir qu'on a enlevé 1/10 sur chaque culasse. On a largement la marge sur ces moteurs-là parce que vous l'avez vu avant, c'est des moteurs décomprimés. Donc c'est peut-être pas plus mal. Soupape neuve, siège retravaillé. Un coup de ce côté-là, un coup là. Le monsieur qui me l'a rectifié m'a dit ne rôde surtout pas. C'est neuf, tu mets. Donc on a monté ça et on a pu passer tout ce qu'il fallait. Ressort, clavette et joint de queue de soupape.
En parlant de joints, ce qu'on utilise, c'est des grandes pochettes comme ça. En général, c'est du Victor Reigns où vous avez absolument toute la jointure moteur qui est dedans. C'est plutôt pratique, surtout quand vous oubliez de mettre les joints de queue de soupape et qu'il faut tout redémonter. Ok. En parallèle, j'ai présenté les culbuts neufs que j'ai achetés pour voir si ça se montait bien en lieu et place et ils ont trouvé le moyen de m'envoyer 3 fois le même côté. Du coup, bah j'étais... Eh non, ils sont trompés, donc il y en a un qui est pas bon. C'est très chiant, très chiant. On revient sur les culasses. Et si vous l'avez vu, on a des ressorts renforcés qui viennent en fait avec le kit, avec les poussoirs et l'arbre à cam qui est présentement dans le moteur, qui est la source de nos prochains problèmes. En parlant d'arbre... Merde. En parlant d'arbre à cam, pourquoi je l'ai changé? Celui-ci va encore très bien, c'est celui qui était d'origine dans le moteur, aucun problème. J'ai voulu me faire un petit kiff, étant donné que je ne suis pas très bon en calcul et à en vous dire il faut prendre celui-là parce qu'il faut que ça lève comme ça et qu'il faut que ça truc comme ça, j'ai acheté tout un kit complet que je vous affiche maintenant à l'écran qui vient épouser l'esprit de la bagnole, puisqu'en fait on va juste renforcer le côté voluptueux, coupleux et à marquer idéal pour tracter. Si jamais j'ai des trucs à tracter ou le prochain propriétaire. Bref, hâte de voir ce que ça dit et sinon j'ai toujours l'autre ainsi que les autres poussoirs. Mais normalement on devrait avoir quelque chose d'intéressant à comparer. En parlant des galères d'arbre à cam, je vais vous montrer quelque chose. On va peut-être tirer la porte. Ça, ce que j'ai entre les mains, c'est des paliers d'arbre à cam. Ni plus ni moins que des anneaux comme ça, qui viennent faire office de palier. Sauf que, comme vous le voyez, à la forme, la première des choses que je me suis demandé, c'est comment on les rend. Prise des trucs pas passionnants niveau 2. On a rentré un palier là, et on fait avec cet outil là. Qui est pas très cher, qui se présente comme ça, dans le bon ordre. Ça fait ça d'abord, ensuite on vient passer ça, qui va permettre de guider pour le rentrer dans le moteur. Ensuite, une fois qu'on a ça, on vient prendre la bonne taille, au pif, on va prendre une petite pour être sûr que ça passe et que vous compreniez le principe. On vient prendre le palier qu'on veut passer, on le place dessus, et en fait, en venant serrer ici, ça va étendre et permettre de le bloquer, et on va pouvoir venir taper derrière, c'est fait pour. Il bouge pas là. Ah si, il a dû y aller là. Maintenant que vous avez vu l'outil pour les monter, comment on les passe? Bah c'est très simple, là c'est d'un extrême à l'autre, mais à chaque fois, celui d'après est plus gros que l'autre. Ce qui va permettre de passer le plus petit dans les plus grands, pour venir le mettre au fond, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier. Alors ça c'est bien, mais premier problème, ça. C'est un trou pour la lubrification. Je vous ai déjà dit que les Américaines c'était mal branlé? On est décalé sur le trou. Ah ouais? Beaucoup? Pas mal. Alors sur celui que je vous ai montré avant, rien de bien compliqué. Là où ça se complique, c'est sur celui-là. On en a deux ici et un en bas. En général, c'est un peu plus large pour permettre de pouvoir être à peu près aligné proprement, facilement. Je sais pas combien de fois je l'ai rentré et ressorti celui-là, mais un sacré paquet. Péter un plomb, ça fait 1h30 que j'y suis. Celui-là, je l'ai ressorti genre 6 fois. Lui, ça doit être la 7ème. J'arrive pas à les aligner. Il tourne quand je les tape. J'en ai trop marre. 15 fois que je fais ça. Donc il y a un moment où j'ai fini par arrêter de baliser et me poser les bonnes questions, à me dire est-ce que c'est normal que ça s'aligne pas? Parce que j'avais 2 jeux de paliers d'arbre à cam neufs. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, chez tous les mecs, ça ne s'aligne pas et ce n'est pas grave. Et parfois c'est bien pire que moi d'ailleurs. The other 2 holes lined up, here they are, right here. Et heureusement je suis tombé sur une vidéo de Nick Garage qui explique que I know sometimes you don't see it 100% lined up. bah parfois c'est bien pire que mon cas et que finalement ça pose pas trop de problèmes. Et si Nick Garage le dit, ça veut dire que je peux monter comme ça. I'm sure it's gonna work because I've done it many times. I've also found factory cam bearings that the hole was blocked halfway and there was more than enough oil going to the rocker. So I'm very sure that's going to be good. Et si vous vous demandez pourquoi à chaque fois je parle de Nick Garage, parce que ce mec se fait livrer des moteurs depuis l'Australie pour les régler. Je sais pas si on se rend compte du savoir-faire du type. I'm going to turn it over to explain to you guys. On arrive à la deuxième étape des Américaines mal foutues, parce que une, ça ne suffisait pas. On va chercher le maillet, on va voir si j'arrive à faire rentrer un truc. Et en fait, j'ai peur quand tapant fort. Alors d'une, c'est pas très bon. Deux, j'ai peur de dégager mes coussinets. Et voilà ce qui s'est passé quand j'ai rentré l'arbre à cam neuf dans ces paliers neufs. Ah, il tourne même plus là. J'ai d'abord naïvement pensé que c'était dû à la chaleur, parce que comme vous l'avez remarqué, ce moteur, je viens pas de le monter. C'était il y a 6 mois, un peu plus, et il faisait à peu près moins 10 000 dans le garage. Il fait très froid. Il neige dans le hangar. Je sais pas si vous voyez là. Si on voit bien. Donc j'ai chauffé le moteur pour me dire ça va peut-être dilater et du coup ça tournera. Là je chauffe, pourquoi je chauffe? Parce que forcément le métal se rétracte quand il fait froid. Donc j'essaye d'emmener ça à 30 degrés, on va dire. Et normalement, il y a peut-être un monde où ça rentre. Ouh. Si ça ne va pas, je ressortirai tout le coussinet d'arbre à cam, ça me fait chier. Et là on est au même stade. Je vais éviter de chauffer l'arbre à cam pour pas qu'il se dilate. J'ai grosso modo quand même peu d'espoir. Non. C'était pas ça. Dans la foulée, j'ai donc passé mon autre jeu de palier d'arbre à cam qui était d'une autre marque, à savoir Melling, en me disant que les Durabond, qui est la première marque que j'ai utilisée, avait peut-être un défaut et peut-être que ça allait régler le problème. C'était pas ça non plus. Là, je suis réglé sur 40 Newton. Elle claque.
Donc là, faut que j'envoie plus de 40 newtons, ce qui est beaucoup trop. Donc au-delà du fait que c'est extrêmement relou à rentrer, à sortir, à aligner et tout ce que vous voulez, je me retrouvais un peu coincé. Et en faisant mes recherches, qui n'étaient pas très compliquées, que ça soit sur les vidéos d'Agherty ou encore une fois de Nick Garage, j'ai trouvé deux solutions. Il arrive extrêmement fréquemment, notamment sur les 440, qu'en fait les paliers neufs d'arbre à cam soient trop serrés. Donc il va falloir voir un par un lequel l'est et sinon les mettre tous ensemble. La solution d'Agherty est un peu barbare et moi je voulais préserver l'arbre à cam d'origine de la caisse puisqu'il est en très bon état. C'est de venir couper en biseau dans les paliers pour pouvoir venir rogner les paliers neufs. Ouais, je vous jure que c'est ça. Et le mec fait ça, puis après ça marche. J'ai préféré celle de Nick Garage, qui est en fait de reprendre un par un au papier à poncer les paliers jusqu'à ce que ça passe. Sauf que moi, j'ai eu la bonne idée de tous les mettre, et du coup je savais pas lequel était bon, donc du coup j'ai dû les sortir, les remettre, les ressortir, mal les aligner, encore les remettre, les ressortir, pour finalement avoir quelque chose. Allez, yes, c'est bon. Ok, super. Bah ça, je suis très content de moi là. Très. Sur l'étape d'après, c'est simplement de mettre le vilebrequin en place avec ses paliers neufs. Et là, je vais vous surprendre, mais tout s'est bien passé. Jeu latéral, mobilité, tout était parfait. Étant donné que chez Chococar, on travaille toujours très sérieusement, j'en ai profité pour mettre un coup de plastigauge. Pas besoin que ça soit plus large que ça là. Merde. Le truc qui sert à vérifier les tolérances pour que tout soit bon, c'était pas un succès. Sur les tolérances, c'est bon, mais mes tentatives, c'était compliqué. Génial. Lourd. Une fois que j'étais sûr que tout tournait bien, que ce soit arbre à cam, le poids de la clé, il suffit complètement l'entraîner. vilebrequin, j'ai tout redémonté pour pouvoir déglacer les cylindres, ensuite tout nettoyer. J'espère que vous êtes étonné de mon efficacité au nettoyage là actuellement. Huiler correctement, remonter l'arbre à cam et nettoyer le vilebrequin qui avait accumulé un petit peu de rouille de surface avec les 40 ans d'immobilisation. Coup de nettoyant frein après un petit coup de brosse pour bien tout nettoyer. Qu'il n'y ait pas d'impureté au serrage, hein, tout simplement. Une fois que ça s'était fait, j'ai pu remonter et on peut attaquer l'étape d'après, la distribution. Ok. Nickel. Et là, c'est vraiment très simple. C'est pour ça que j'ai pas donné beaucoup d'importance au cadrage. Vous m'excuserez, mais on a deux ergots qu'il faut aligner l'un en face de l'autre, ni plus ni moins. Le kit de distribution est bien sûr neuf. J'en ai profité pour passer en double chaîne plutôt qu'en simple chaîne standard. C'est une transition qui se fait beaucoup. Ça limite la détente de la chaîne dans le temps et puis c'est plus fiable. Une fois l'alignement contrôlé, vous venez placer la chaîne sur la poulie du bas, vous rentrez la poulie d'arbre à cam dans la chaîne et vous venez la présenter sur l'arbre à cam. Vous serrez et vous vérifiez que tout tourne bien sans contrainte. Voilà. Et on est décalé d'une dent. Non, si d'une dent, je crois. Maintenant que vous avez vu comment j'ai galéré sur l'arbre à cam, vous vous dites que ça va sûrement bien se passer. Oui et non. Vous êtes devant un des pistons du fameux 440. Comme vous voyez, ils sont plats. C'est assez marrant parce que c'est les pistons basse compression. Et devant, c'est segments neufs. Alors oui, il a fallu que je change les segments et que je mette des neufs. Normal. Et qu'est-ce qui se passe quand une caisse elle a pas roulé depuis 40 ans et qu'on l'a redémarré comme des cingouins comme on a fait? Ça. Vous voyez le segment, comment il est là? Et là, on va rigoler, là, on va s'amuser, là. Là, on va faire un carnage. Alors, en revoyant les rushs, je me dis, putain, t'es vraiment un bourrin, t'aurais pu les tremper dans quelque chose. Il se trouve que je l'ai fait et je m'en souvenais plus. Donc là, c'est de l'essence, hein. Pur et dur. J'ai mis toutes les solutions de mon côté pour pouvoir me simplifier la tâche, mais j'ai pas eu d'autre choix que de faire ça, et ça, et ça. Putain, c'est une blague. Et ça me vénère. J'ai pas envie de me brûler. Parce que ça doit être bien chaud comme il faut. J'aurais dû chauffer comme un arbré dès le début. Alors oui, ça fait peur. C'est vrai qu'on a l'impression que je suis en train de carnager le piston et c'est pas qu'une impression. Sauf qu'en fait, ça a globalement peu d'importance. Je vous explique. Quand il va rentrer comme ça, tant qu'on n'a pas de partie abîmée qui peut venir frotter sur les parois du cylindre et que tout a été évasuré proprement, c'est votre segment qui fait l'étanchéité et que votre piston, il est un ion ou non, ça change pas grand-chose. Et après, j'irai me chercher une petite pizza avant de poursuivre la suite du remontage. Une bonne dose de savoir-faire. Non, c'est bon, c'est passé. Ouais, royal. J'ai coupé la musique vite fait, le temps de vous expliquer comment je ne peux pas me tromper sur les coussinets. Les pistons ont un sens. Il y a un F et plus simple sur ceux-là, il y a deux marques. Ces deux marques vont vers l'avant du bloc. Au niveau du coussinet, l'évacuation d'huile, c'est toujours vers l'intérieur. Même si sur ce coussinet-là, enfin le palier, c'est quoi? C'est un chapeau de bielle, putain. Ça va vers l'intérieur du bloc, même si sur le coussinet, là en l'occurrence, il y en a pas d'évacuation. Donc, hop. Ouais. Allez, c'est parti. À trouver de mieux. 45. Là, je viens de les faire, non? Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Non, là il m'en reste. Là, c'est sûr qu'il m'en reste. Et l'une des dernières étapes ou presque, celle qui retient l'attention de beaucoup de monde et qui est source de beaucoup de questions. El famoso joint de culasse. Plutôt facile sur ces années-là, surtout que j'ai mis des vis ARP. Il n'y a pas besoin de serrer très fort, ça se fait bien, et après c'est quasiment terminé. La petite étape bonus, mais qui a vraiment son importance, c'est de venir nettoyer les filetages. Dans mon cas... Alors déjà, bon, les trous sont pas encrassés à la mort, mais il y a quand même pas mal de caca qui sort. Mais ça a quand même son importance, parce qu'il peut arriver qu'ils soient vraiment très encrassés.
Et là on vérifie surtout qu'ils peuvent tourner. Non, ça devrait plus trop bouger là. Il nous reste pas mal de joints dans la boîte et ça tombe bien parce qu'on va remettre en place le couvre distri. Oh là là là, mais je fais n'importe quoi. Il est rentré de traviole. La dumper. D'ailleurs, n'hésitez pas à doubler tous les joints et c'est exactement ce que je vais faire pour l'admission. Ils prennent bien de cesser un joint métal à la mort là et ça prend jamais. Pourquoi elles ont des tailles différentes sur les rondelles? Oui, il y a que elle qui est plus longue, tu vois. Ça y va toi? Là, je sais pas, peut-être apparemment. Ouais. Et le carter, mais n'oubliez pas la crépine, j'ai lu sur internet que c'était important. Ensuite, on serre le tout. S'il vous plaît, ne serrez pas trop fort ces parties-là, que ça soit sur de l'ancienne ou sur de la récente. En général, c'est entre 10-12 newtons, parce que si vous le faites trop fort, c'est une usine à fuite. Noir sur bleu, je trouve que c'est vraiment beau. Parce qu'on a bleu sur noir. Après, au-delà du fait que d'une c'est un test, mais au-delà de ce fait-là, ça fait soin par contre, ça fait soigner. Et on peut aller vers la partie du refroidissement. Au niveau de la pompe à eau, j'ai choisi de mettre une pompe à eau gros débit, voir ce que ça va me changer, et si justement, maintenant la caisse aura peut-être du mal à chauffer alors qu'elle surchauffait avant, en même temps vous me direz, elles faisaient des sacrés joints de culasse, mais voir comment c'est, quitte à mettre un thermostat haut débit, mais qui s'ouvre plus tard. On verra, expérience. Expérience qui aurait encore pu mieux commencer si je n'avais pas peint ce qu'il fallait pas peindre sur le support de pompe à eau. La longue là. Là, ici, elle est longue. Non, non, celle-là, c'est après ça. Maintenant que tout est beau, tout est bleu, tout est aligné, je viens les serrer, mais dans un premier temps, ça sera un montage à blanc parce que vous avez énormément de plaques qui viennent tenir l'alternateur, l'ADA, le compresseur de clim qui se prennent sur ces mêmes vis. Et encore plus important, ces vis ont tendance à traverser soit des conduits d'eau, soit des conduits d'huile, donc il y a intérêt à les étanchéifier sur le montage final. J'ai trop soif d'eau. Maintenant que le moteur est remonté, vous vous demandez peut-être pourquoi finalement il est démonté devant moi. Et ça, c'est une grande histoire, et sachez que ce n'est pas lié à mon remontage. Mais avant ça, j'ai une autre problématique. Vous l'avez peut-être constaté, mais ces caisses-là, une fois remontées, c'est des vraies usines à gaz. On a des fils partout, des dépressions qui commandent les milliers d'options qu'il y a dedans qui sont pas forcément très bien foutues. Pas la grande glace là. Et grosso modo, aujourd'hui, ça m'effraie un peu. Alors je me fais pas de soucis, j'ai des manuels de remontage, j'ai les vidéos, avec du temps ça va le faire. Mais j'ai décidé d'aller plus vite, donc j'ai trouvé une solution. Et ma solution elle est simple, j'ai acheté une Chrysler New Yorker 75. À la semaine prochaine.